Merci de nous retrouver sur New World Info pour un nouveau numéro de l'invité. Depuis 2012, le Sahel est en proie à une spirale de violences djihadistes qui a fait des dizaines de milliers de morts. Initialement concentrées au Mali, ces violences se sont étendues aux pays voisins, le Burkina Faso et le Niger, et menacent désormais les pays côtiers ouest africains. Comment expliquer ce regain d'assurance des groupes terroristes qui se multiplient sur le territoire, notamment dans la zone ouest africaine? On en parle avec vous, Didier Nourdine Allo, directeur général de Africadé. Bonjour et bienvenue. Bonjour Charlotte Guézéré. Situation critique en Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel. Selon le Centre d'études stratégiques d'Afrique, 5 zones de violence de groupes islamistes militants au Sahel sont identifiées. La zone des 3 frontières, le centre nord du Burkina Faso, le centre du Mali, sud-ouest et sud-est du Burkina Faso, ouest du Niger, la zone triple qui également concerne le Bénin. Pourquoi la multiplication des attaques, notamment dans la zone du Burkina Faso et du Niger? Qu'est-ce qui peut expliquer cette situation? Merci Charlotte Guézéré, vous avez bien fait de le rappeler. Ces derniers temps, on assiste quand même à une recrudescence des attaques, à une résurgence des attaques. Alors que, évidemment, en 2024, début 2025, on a senti quand même une certaine accalmie au niveau des pays de l'AES. Et voilà que depuis quelques semaines, il y a beaucoup d'attaques qui se multiplient. Mais il y a une kyrielle de raisons qui peuvent expliquer ça. La première, vous savez qu'en début d'année, les groupes terroristes ont eu à faire des frappes sur certaines infrastructures militaires dans des pays voisins de l'AES. Ça leur a permis de s'armer, parce qu'ils se sont lourdement armés, ils sont partis avec beaucoup d'armes et de munitions. Il y a cette première raison qui puisse l'expliquer. Et d'ailleurs, à ce sujet, sur votre plateau ici, nous l'avons décrié et nous avons invité les pays de l'AES et même les pays côtiers à renforcer la coopération militaire, parce que ces groupes se sont vraiment servis. La deuxième raison qui puisse l'expliquer, c'est que vous allez voir que depuis un certain temps, les victoires qu'ont généré la lutte, c'est les différentes structurations de la lutte au niveau de l'AES, leur ont permis à ces États de se recentrer, n'est-ce pas, sur les questions de développement. Et vous allez voir évidemment que ces pays ont commencé à se restructurer en matière minière, par exemple, en matière de développement d'infrastructures routières, en matière de développement d'infrastructures sanitaires. Et donc, si ces pays-là en arrivent à réussir, ça veut dire quand même que c'est une certaine victoire. Et donc, ceux qui sont contre l'AES, ces derniers temps, sont en train de multiplier les attaques pour permettre donc pour stopper l'élan du développement qui a été amorcé dans les pays de l'AES. Ça permet évidemment ça recentre justement ces pays sur les questions sécuritaires, ça recentre les maigres ressources dont ils disposent justement sur la sécurité. Et puis la conséquence, évidemment, c'est qu'à long terme, ces pays ne puissent pas se développer. La conséquence aussi, c'est de retourner les populations contre eux. Parce qu'en réalité, ce qui marche sur une longue durée, c'est le développement, c'est l'économie. Et vous verrez que depuis un certain temps, les pays de l'AES ne font que de la sécurité. Tout ce qu'ils gagnent comme ressources, comme profit, ils réinvestissent ça automatiquement dans la sécurité. Alors donc, ce maximum de pression sur ces pays en matière sécuritaire, l'objectif c'est de les freiner dans leur élan de développement. Et ces dernières semaines ont été particulièrement sous tension, notamment au Niger où la ville frontière de Difa a connu des attaques. Oui, absolument. Et il ne faut pas oublier que il y a eu Diapanga et d'autres localités au Burkina, mais vous allez voir que à Tilia, dans la région de Tawa, il y a eu des attaques. Et pas plus tard qu'hier, hier 27 mai, il y a eu des attaques sur Falmé, au niveau donc de la région de Gaïa au Niger. Donc tout ça effectivement c'est pour maintenir le maximum de pression sur la sécurité intérieure des pays de l'AES. Est-ce que cela démontrerait quelque part aussi que la situation est un peu incontrôlable? Non, la situation, elle n'est pas incontrôlable. C'est la pression qui est accentuée. C'est-à-dire que ces derniers temps, les pays de l'AES sont obligés de se recentrer exclusivement sur la sécurité.
Et vous savez que, comme je le rappelais, en 2024, ils ont eu à engranger des victoires. Vous savez que Kidal est retourné dans le giron étatique malien. Et vous savez que le Niger n'a cédé aucune portion de son territoire aux djihadistes. Et vous savez également que le Burkina a progressé de 60%, du contrôle de 60% de leur territoire. Et l'armée régulière est passée aujourd'hui, je crois, à 80%. Et donc, ces signaux montrent quand même que ça avance et que les pays de l'AES ne baissent pas le bras. Mais les ennemis de l'AES essayent de faire monter la pression et de les amener à se recentrer essentiellement sur la sécurité et non sur le développement. La dernière attaque de Difa et celle que vous venez de citer ont été revendiquées par le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP. Mais malgré cette situation, avez-vous quand même le sentiment que la lutte contre le terrorisme avance? Oui, la lutte avance. Et à Difa, précisément, il y a quelques années, il y avait des zones qui sont contrôlées, des villages entiers qui sont contrôlés par les groupes terroristes. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. C'est vrai que les djihadistes viennent, ils font des incursions, mais l'armée nigérienne est toujours présente. Et arrive quand même à repousser. Et arrive quand même à les contrer, à les repousser. Et c'est déjà ça, c'est leur mission. Et cette armée nigérienne, et d'ailleurs toutes les armées de l'AES arrivent quand même à bien faire face à la situation. Non, mais vous reconnaissez quand même qu'il demeure urgent de mutualiser les efforts, la coopération militaire dans ces trois pays au Sahel. Oui, la coopération est en marche. Ces trois pays marchent désormais ensemble. Mais le défi est si grand, les attaques sont si nombreuses, qu'on a l'impression finalement que ça ne bouge pas. Mais en réalité, les armées subissent beaucoup de pression et agissent énormément aussi. Boko Haram, État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, le GSIM, le JINIM, l'État islamique au Sahel, la cellule terroriste de Torodi sont entre autres des groupes terroristes qui sèment la terreur et mènent les attaques multiples en Afrique de l'Ouest. Que veulent finalement les terroristes selon vous? Non, ce que veulent les terroristes, c'est d'avoir des territoires à eux pour continuer à semer la désolation. Et si vous prenez le Burkina, c'est justement parce que il y a encore une portion du territoire qui est aux mains des djihadistes et c'est ça qui fait que il y a des répondants sur le plan national. C'est ça qui fait que vous allez remarquer que le Burkina est le maillon faible qui subit le plus de pression. Donc ce que recherchent les forces du mal, c'est de pouvoir contrôler des portions de territoire dans ces pays et dans tous les pays qu'ils attaquent. C'est ça, et de pouvoir s'organiser et de négocier sur les ressources humaines. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, les pays sahéliens se sont rendus compte de leur potentiel minier. Et donc, ils ont aujourd'hui beaucoup de ressources minières que pendant longtemps, les États-Unis et l'Occident ont toujours gardé comme des réserves minières à eux. Aujourd'hui, c'est cet ordre qui est bousculé dans le Sahel et c'est pour ça justement que le terrorisme qui, rappelons-le, est une création de toutes pièces des forces de l'OTAN, continue d'accentuer la pression sur cette zone. Justement, vous parliez tantôt de négociation. Pensez-vous que les États devraient justement se mettre dans cette posture de négocier avec les groupes terroristes au nom de la paix et de la stabilité dans cette zone? Non, il est difficile de parler de négociation dans ces cas de figure. On ne négocie pas avec des citoyens parce qu'en réalité, c'est parmi les citoyens de ces pays-là que les terroristes recrutent, que les recruteurs font appel donc à des candidats. Donc on ne peut pas négocier avec des gens qui eux-mêmes ne savent pas quelles sont les causes qu'ils sont en train de servir. Et puis l'expérience des négociations avec les rébellions qu'il y a eu dans la zone, ces expériences n'ont pas été tout à fait concluantes. Donc on ne négocie pas avec quelqu'un qui prend des armes contre son pays et qui décide de semer la terreur, le désarroi. Donc, mais dans l'histoire, on a vu quand même qu'il y a eu des individus, des terroristes qui sont allés déposer des armes et qui se sont reconvertis et qui se sont rendus. Quand il s'agit de justement, comment les États peuvent-ils encourager ces démarches? Mais ces démarches doivent être encouragées par des communications,
par des canaux, parce qu'en réalité, les terroristes, c'est des fils du pays, c'est des gens qui sont issus de familles. Et vous savez que les terroristes recrutent parmi les groupes qui sont... aussi les plus défavorisés. Oui, non seulement les plus défavorisés, mais qui sont des groupes qui vivent encore une certaine qui ont gardé une certaine tradition. Quand vous prenez par exemple les groupes Peul, quand vous prenez les groupes Touareg, quand vous prenez les Toubou à Difa et à Ngingimi au Niger, c'est des groupes qui vivent encore dans aussi un considérés système comme des nomades, où il y a des clans, où il y a encore des esclaves, où il y a encore comment je veux dire, où on constate encore au sein de leur population qu'il y a encore un certain nombre de classes à respecter. Donc c'est des groupes qui sont très très inféodaux et qu'il faut et qui ont du mal à se démarquer d'un certain nombre de traditions. Et ça, justement, c'est des facteurs qui, si ils ne sont pas contrôlés, sont favorables justement à ces recrutements. En tant que spécialiste de la communication, a un impact sur aussi les mentalités des populations. Comment est-ce que ce problème en interne sur l'aspect culturel peut être résolu? Mais ce qu'il faut faire, c'est la sensibilisation. Et non seulement il faut sensibiliser, mais aussi il faut accroître la participation des populations au renseignement. Et aujourd'hui, il y a un exemple que beaucoup d'analystes sont en train d'encourager. C'est justement le système des VDP au Burkina Faso. Ce système-là est un système qu'il faut améliorer et qu'il faut peut-être dupliquer dans les autres États. Dans les autres États, parce que quand les terroristes arrivent dans un pays, dans un village où les camps militaires sont très très éloignés. N'oubliez pas que ces pays du Sahel, c'est des pays qui sont très vastes. Le Niger fait près de 1,3 million de kilomètres carrés. Donc c'est des territoires énormes. Et vous pouvez avoir donc des villages où l'État n'est pratiquement pas présent. Donc ce qu'il faut faire dans ce cas, c'est d'outiller les villageois à l'autodéfense d'abord, en attendant l'arrivée des renforts militaires. Donc, et ça n'a pas de conséquences, ce n'est pas sans conséquences. Donc, c'est des formules qu'il faut peut-être envisager, voir le modèle VDP au Burkina, voir comment l'améliorer et comment, évidemment, le dupliquer. Et en plus de ça, il faut accentuer justement la communication et les États de l'AES, je crois, s'émeuvent beaucoup face aux conséquences du terrorisme, mais ne communiquent pas assez sur les causes. Il faut que les États de l'AES communiquent, qu'ils montent des médias qui parlent de leur réalité à eux et qui mettent l'accent sur la communication par rapport aux causes du phénomène. Didier Alon, le Niger, le Burkina Faso et le Mali ont annoncé il y a plusieurs mois déployer une armée commune de 5000 soldats pour lutter contre le djihadisme au Sahel. Où en sont les États avec ce projet? Non, cette force de 5000 hommes, elle est en activité. Mais comme vous le savez, mettre en mouvement 5000 hommes, ça nécessite beaucoup de moyens, beaucoup de logistique. Et c'est justement ça, le défi des pays de l'AES aujourd'hui, c'est le fonds qui manque le moins. Mais je pense qu'avec les partenariats que ces pays ont, notamment avec la Russie, avec d'autres pays également, et que les moyens qui sont aujourd'hui mis à leur disposition en matière de renseignement, en matière de logistique, tout ça va se mettre progressivement en place et que bientôt, c'est sûr qu'on verra l'efficacité de cette force qui contribuera à efficacement faire reculer le phénomène. Mais vous savez que bientôt c'est la saison des pluies et la mobilité des groupes terroristes sera bientôt réduite. Et je pense que c'est entre autres raisons pour lesquelles ces derniers temps aussi, ces terroristes arrivent à prendre le devant et à marquer leur présence. Vous avez justement parlé de partenariat. Comment analysez-vous le rôle de la communauté internationale dans la lutte contre les groupes djihadistes depuis 2012 en Afrique de l'Ouest? La communauté internationale depuis 2012, elle n'a pas réussi à aider les pays à faire face à ce phénomène. L'exemple du Mali est là et nous rappelle que ce qu'on appelle communauté internationale, si elle est limitée aux forces de l'OTAN, c'est catastrophique. Et donc ces pays, notamment le Mali, et d'ailleurs même on a remarqué que
aucune lutte en partenariat avec ces forces de l'OTAN n'a encore généré des ressources, des victoires sur une longue durée. Et la meilleure formule, justement, c'est ce que les pays de l'AES sont en train de faire, c'est d'imaginer la sécurité au sein de leur alliance, à l'image de cette force de 5000 hommes, par exemple, et pour laquelle il faut aller chercher les outils qu'il faut, les technologies qu'il faut, renforcer le renseignement et impliquer davantage les populations pour que la victoire soit obtenue sur cette lutte. Les pays de l'AES ont souvent pointé du doigt l'Hexagone ou encore l'OTAN de soutenir les groupes terroristes. Les forces étrangères ont été chassées de ces pays. Comment continuer à expliquer, ou sinon comment aujourd'hui expliquer un lien qui continuerait entre justement les groupes terroristes et l'OTAN ou encore l'Hexagone, je parle de la France. Oui, vous avez bien fait de le rappeler, Charlotte. Ces pays ont tout le temps pointé du doigt les pays de l'OTAN, notamment la France. Et au lendemain du renversement du président Bazoum, le CNSP a fait un communiqué pour décrier le fait que la France a déversé des terroristes sur une partie du pays. Le Mali a toujours dit la même chose, ainsi que le Burkina, mais personne ne les prend au sérieux. Mais il s'est avéré que les militaires, les effectifs de l'OTAN qui ont été chassés de ces trois pays-là, et beaucoup ne sont pas partis en réalité. Il y a un grand nombre qui est resté sur le continent, dans l'espace CEDEAO, mais qui s'est discrètement reconverti en agence privée de sécurité. Et ces agences-là, on peut en citer un certain nombre. Quand vous prenez, par exemple, on ne les accuse pas automatiquement, mais dans leurs effectifs aujourd'hui, dans l'effectif de ces agences de sécurité privée françaises et anglo-saxons en Afrique de l'Ouest, on retrouve justement à l'intérieur de ces agences d'anciens éléments des forces Serval, des forces Takuba. Des informations qui ont été vérifiées. Des informations qui ont été vérifiées et qui, effectivement, continuent de faire l'objet de recherches approfondies. Parce que quand vous prenez, par exemple, France Tactial, qui est en partenariat avec Pegasus International, quand vous prenez, par exemple, Galis, quand vous prenez, par exemple, des sociétés anglo-saxons, britanniques et américaines qui sont présentes en Afrique de l'Ouest, il y en a beaucoup, hein. Et puis, aussi surprenant que cela puisse paraître, il y a certains même qui se retrouvent encore aujourd'hui dans l'espace AES, hein. Il y en a. Donc, il va falloir que ces pays ouvrent les yeux et accentuent donc le renseignement pour voir si ces effectifs n'en sont pas vraiment pour quelque chose. Et s'ils ne continuent pas justement de mener des actes subversifs, ces groupes, on les retrouve dans plusieurs pays tels que la Guinée, le Sénégal. Et comment justement démanteler ces réseaux? Mais ces réseaux sont connus. Mais c'est leur titre qui prête peut-être à confusion. C'est des sociétés privées de sécurité qui sont là soit pour surveiller des sites miniers, pour faire des escortes des expatriés, etc. Donc, et que aujourd'hui, certaines de ces sociétés aujourd'hui sont des sociétés qui sont fondées par des anciens membres de la GIGN française et même de la DGSE. Donc, il va falloir que si vraiment les pays de l'Afrique de l'Ouest, quand je parle d'Afrique de l'Ouest, je parle de AES et de CEDEAO. Si ces pays veulent aujourd'hui mutualiser leurs efforts, comme ils ont pu le faire savoir dernièrement à Bamako, à travers la rencontre des ministres des Affaires étrangères de l'AES et de la commission de la CEDEAO, si vraiment ils veulent coopérer et avancer sur la lutte antiterroriste, il va falloir mettre ces points-là à l'ordre du jour et de vérifier et de demander le départ de toutes ces agences qui, en réalité, sont une autre forme, pour une autre forme de structure installée pour déstabiliser l'AES. Le Centre d'études stratégiques de l'Afrique a identifié 8 groupes terroristes différents opérant sur le territoire ouest-africain. J'avais cité les noms dans cette émission. La régionalisation justement des groupes terroristes, leur expansion vers les pays côtiers ouest-africains, est-elle un signe de leur renforcement ou une étape stratégique? Les deux à la fois. Il s'agit de renforcer les effectifs des terroristes, mais en même temps, tout ça fait partie du plan. Je vous l'ai toujours rappelé sur ce plateau.
Plan de déstabilisation. Oui, bien sûr, il y a un plan dès lors que la Libye a été détruite et que les terroristes se sont déversés dans le Sahel, ceux qui ont détruit la Libye savaient très bien ce qu'ils faisaient. C'était pas une coïncidence ou une erreur, ils savaient très bien ce qu'ils faisaient. Et donc, sur ce point de vue-là, vous avez vu que le terrorisme n'a fait que progresser chaque année, chaque jour, et qu'aujourd'hui, il ne s'agit plus simplement des pays de l'AES qui sont concernés, mais que tous les pays de la bande côtière et même du Golfe du Guinée. Donc aujourd'hui, il va falloir que les pays ouvrent les yeux et que les dirigeants comprennent très bien de quoi il s'agit et qu'ils mettent les bouchées doubles pour en finir avec ce drame. Nous sommes le 28 mai aujourd'hui, jour d'anniversaire de la création de la communauté des États de la CEDEAO. Justement, sur ce sujet, quel regard portez-vous sur le rôle que joue l'organisation régionale dans la lutte contre le terrorisme? Oui, il faut que la CEDEAO fasse une introspection et se regarde dans un miroir. Pourquoi est-ce que ça n'a pas fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi? Et comment se reformer? Parce qu'aujourd'hui, il y a une rupture de confiance entre les populations de la CEDEAO et les organes dirigeants de cette institution. Et l'un des organes qui dirige cette institution, justement, c'est si vous voulez, c'est la conférence des chefs d'État. Et cette conférence des chefs d'État est plus perçue aujourd'hui par les populations comme un syndicat de chefs d'État qui sont de petits copains entre eux, qui tripatouillent les élections pour rester et qui dénoncent les coups d'État. Donc il y a un déphasage qu'il faut essayer d'arranger et aussi de reformer les tests de la CEDEAO et que justement le défi sécuritaire soit désormais au centre de la mission de la CEDEAO. 28 mai, plutôt date d'anniversaire de la CEDEAO, 50 ans après, quel avenir voyez-vous pour l'organisation aussi, ses rapports avec les pays membres? Non, il faut que la CEDEAO, comme je l'ai dit tantôt, pendant longtemps, elle a fait des prouesses. Et aujourd'hui, il y a de nouveaux défis qui ressurgissent, notamment la volonté des populations de pouvoir vivre dans un monde qui est plus juste, dans des pays qui sont plus démocratiques, dans des pays où l'économie fonctionne, avec en toile de fond une sécurité bien organisée. Et sur ce plan, la CEDEAO a des défis à relever. Et je pense que cet anniversaire est la bienvenue et que ça peut être mis à profit pour réfléchir sur toutes ces questions. Mais toujours est-il que les populations aujourd'hui de l'Afrique de l'Ouest, en tout cas celles qui sont toujours dans cette organisation, ont soif d'un monde plus juste, des pays plus démocratiques et des dirigeants qui sont plus en phase avec les aspirations populaires. Les pays de l'AES, le Mali, le Burkina et le Niger, ensemble ont annoncé la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement. Quel rôle cette institution financière pourra-t-elle jouer à l'avenir, justement en matière sur le plan sécuritaire et de financer les États à mieux sécuriser leur territoire? Oui, absolument. Ça fait partie des institutions que l'AES doit mettre en place. Vous savez que l'AES est en train de mettre progressivement en place ces institutions et ces outils qui lui permettront non seulement de lutter efficacement contre le terrorisme, mais aussi de se centrer efficacement sur les questions de développement et la réalisation des infrastructures et l'amorce de l'industrialisation. Donc cette banque, elle est tout à fait bien pensée et il n'y a pas que cette banque. Et vous savez que les pays de l'AES travaillent beaucoup sur la monnaie, une monnaie. Justement, ce sera la prochaine étape après la mise en place de la BCID avec un capital de 500 milliards de francs CFA mobilisé localement. Oui, absolument. Et les pays de l'AES se sont rendus compte qu'en réalité, ils regorgent de beaucoup de ressources. Et à eux trois, ils produisent énormément d'or. Et donc, leur monnaie peut arrimer à l'or.
Et justement, c'est cette avenue radieuse, cet Eldorado qui se profile à l'horizon pour le pays de l'AES qui suscite des jalousies et qui fait que les pays qui, pendant longtemps, pensent que les pays du Sahel, les ressources minières du Sahel constituent leur apanage, ils ont eu à se mettre à dos ces pays de l'AES, ces forces de l'OTAN, notamment les États-Unis et la France. Et justement, c'est cette question de richesse dans le sous-sol AES qui constitue justement la guerre contre le terrorisme à laquelle nous assistons. Justement, parlant de financement pour l'AES, les groupes terroristes sont financés par de l'extérieur. Absolument, parce que quand vous voyez bien les moyens qu'ils utilisent pour avoir, qui leur fournit le renseignement, qui leur fournit les armes, et d'où viennent ces armes sont quand même d'une certaine sont référencées. C'est des armes qui viennent quand même, qui sont fabriquées par des puissances que tout le monde connaît. Et aujourd'hui, vous voyez ces maigrichons dans le Sahel avec des armes très sophistiquées. Ça vient d'où? Donc voilà, donc il faut garder les yeux ouverts. Et quand nous parlons des armes également. On va dire un peu, après les attaques de bases militaires, des armes également qu'ils ont pu récupérer. Bien sûr, c'est le modèle classique. Ces groupes commettent des attaques sur des infrastructures, sur des camps militaires pour pouvoir se servir des armes et des munitions. Donc, ça aussi, ça fait partie des moyens qu'utilisent ces groupes pour s'armer. Plus de 5 attaques perpétrées la semaine dernière dans la zone. Les mois à venir, les semaines à venir s'annoncent-elles difficiles ou est-ce qu'il faut quand même garder espoir quant à la stratégie que mettent sur pied les armées régulières dans ces pays? Non, ce qui est sûr, c'est que la pression elle est au maximum. Pour l'instant, elle n'est pas retombée. Et donc, il est envisageable que les semaines et les mois à venir, des attaques vont encore plus s'accentuer. Mais en même temps, les pays de l'AES ne baisseront pas les bras et continueront à faire face. Maintenant, il est important d'aller vite aussi vers des partenariats, avec des coopérations avec les pays voisins. Et des pays qui n'ont plus de synergie d'action entre eux aujourd'hui doivent chercher rapidement à régler leurs différends, tellement le défi est grand, tellement le défi est énorme, que les pays africains ne peuvent se permettre aujourd'hui de détourner l'attention sur l'urgence de la lutte et ne pas du tout coopérer sur l'aspect militaire. Et au sein de ces pays, justement, comment est-ce que cette situation actuelle impacte sur la vie économique? Ah oui, parce que une chose est sûre, quand il y a recrudescence d'attaques dans un pays, et bien automatiquement les ressources sont affectées à la sécurité et automatiquement les ressources ne sont plus centrées sur les vraies questions de développement. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui dans le Sahel et que par rapport à ça justement, il va falloir trouver rapidement les moyens. À la fois, c'est un défi à la fois de pouvoir travailler sur la sécurité et sur les questions de développement parce que comme je l'ai dit tantôt, si sur la durée, c'est l'économie qui marche. Et donc, ce qui se passe aujourd'hui au Sahel, c'est que si ça continue comme ça, ce sont les États qui risquent pas seulement le Sahel, mais tous les pays qui sont attaqués aujourd'hui en Afrique par le terrorisme. Si rien n'est fait, ces pays risquent de tomber et dans un chaos total. Et voilà pourquoi les gouvernements doivent continuer à travailler et doivent continuer à sensibiliser, à associer les populations à la lutte. En tant que spécialiste de la communication des pactes, vous insistez beaucoup sur la sensibilisation, sur la question de l'insécurité dans le Sahel. Nous sommes presque à la fin de cette émission. Justement, quel serait votre message d'alerte, si je peux le dire ainsi, aux populations du Sahel en ces temps critiques où les attaques se sont justement multipliées ces derniers jours dans le pays? Non, au niveau du Sahel, je crois que les populations ont quand même une certaine conscience des enjeux. Mais il faudrait au niveau du Sahel, justement, qu'il y ait des médias spécialisés et des communications spécialisées pour pouvoir garder les populations en alerte et pouvoir bénéficier de leur attention sur une longue durée. Et les pays, les autres pays, aussi de leur contribution. De leur contribution en les associant, on ne cesse de le dire, en les associant à la lutte, en renforçant
en renforçant évidemment la protection civile, surtout par rapport aux dénonciateurs. Parmi ici, les populations qui arrivent quand même à dénoncer, il faut leur offrir des protections parce que tel que ça se passe, pour éviter des représailles, pour éviter des désagréments au sein donc des balances et des dénonciateurs. Donc il est important d'associer les populations, mais en les y associant, il faut leur garantir le minimum de sécurité. Merci Didier Noureddine Allo, directeur général Africadev. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité du jour.